Je m'appelle Loïc, j'ai 32 ans. Quand j'ouvre les yeux, je suis étalé sur une plage rocailleuse, le corps engourdi, couvert de sable. Mes vêtements sont trempés, collés à ma peau, et je ressens une lourdeur à chaque mouvement. À côté de moi, un sac à dos éventré laisse échapper quelques effets personnels, un vieux carnet trempé, et des bouts de corde. L'air salé m'irrite la gorge, et une douleur sourde martèle mon crâne. Je travaillais comme technicien naval sur un ferry. La seule chose dont je me souviens, c'est une collision brutale, suivie d'un grand trou noir. Maintenant, je suis là, seul, sur ce rivage inconnu, sans aucune idée de ce qui m'attend. L'immensité de la situation me glace le sang. Le choc violent revient en boucle dans mon esprit. L'alarme stridente, l'eau glacée qui s'engouffrait dans la cale, et les cris paniqués des passagers. Je me revois courir sur le pont, cherchant désespérément un canot de sauvetage. Mes jambes étaient lourdes, mes mains tremblaient, mais l'adrénaline me poussait à avancer. Puis, tout s'efface. Une vague m'avait projeté par-dessus bord, et l'eau noire m'avait englouti. Quand j'ai repris conscience, j'étais ici, à des kilomètres de tout. L'épave doit être quelque part au fond de l'océan, avec tous les souvenirs et les âmes qu'elle a emportés. Ma mère, loin d'ici, doit s'inquiéter. Est-ce qu'elle sait que le ferry a sombré? L'idée qu'elle puisse être devant les nouvelles, attendant des noms de rescapés, me serre la gorge. Puis, il y a Sam, mon meilleur ami et collègue sur le bateau. Sa voix me revient, il criait mon nom pendant que tout sombrait dans le chaos. Je revois son visage, déterminé mais terrifié, me hélant au milieu du désastre. J'ignore s'il a survécu. Ses souvenirs me hantent autant qu'ils me poussent à espérer. Je ne peux pas me résoudre à l'idée qu'il ait péri avec les autres. La réalité me frappe. Je suis seul, sans repère. La soif et la faim me tenaillent, et chaque pas sur le sable semble m'épuiser davantage. La plage, bordée d'une forêt dense, s'étire jusqu'à l'horizon. Devant, la mer infinie, impitoyable. L'idée de rester ici immobile me terrifie. Chaque seconde compte. Je dois trouver de l'eau douce, un abri, et comprendre où je me trouve avant que la nuit ne tombe. Le moindre retard pourrait signer ma perte. Je ressens une urgence viscérale à agir, même si chaque action semble presque insurmontable. Le vertige me prend, comme si le monde était en train de s'effondrer sous mes pieds. Mon souffle est court, et la panique menace de m'engloutir à chaque instant. Je me parle à voix haute pour calmer la tempête dans ma tête, respire. Tiens bon. Les mots me semblent vides, mais les répéter me donne un semblant de contrôle. La peur est là, tenace, et pourtant, un instinct profond me pousse à avancer. Ce n'est pas maintenant que je vais abandonner. Pas après avoir survécu à l'impossible. Je serre les poings, déterminé à tenir. Sam me disait souvent, si on fait naufrage, on s'en sortira ensemble. Cette phrase, mi-sérieuse, mi-amusée, me revient en boucle. Sa voix résonne dans ma tête comme un écho distant, mais étrangement réconfortant. La culpabilité monte. Aurais-je pu faire plus pour lui? Ai-je été trop concentré sur ma propre survie? Ce souvenir me déchire, mais il éveille aussi une lueur d'espoir. Peut-être qu'il est vivant, quelque part, sur cette île ou ailleurs. Cette pensée, aussi fragile soit-elle, me donne une raison de continuer. Je ne suis pas marin dans l'âme, mais un oncle, aventurier dans sa jeunesse, me racontait ses expéditions. Il pêchait, construisait des feux, et survivait avec 3 fois rien. Ces histoires, que j'écoutais en riant à l'époque, prennent soudain un tout autre sens. Il disait souvent, la clé, c'est de ne jamais perdre son calme. Tout est dans l'ingéniosité. Ces paroles me reviennent. Peut-être que je peux m'en inspirer. Peut-être que je peux apprendre à survivre comme lui. Ce serait la meilleure manière d'honorer sa mémoire. Je choisis d'explorer la plage. Chaque bout de bois, chaque débris est un potentiel outil de survie. Je fouille parmi les restes du naufrage, des boîtes de conserve cabossées, un couteau rouillé, des cordes trempées, et des morceaux de bâche. Mon esprit analyse chaque trouvaille, cherchant comment les transformer en ressources utiles. Ces fragments éparpillés semblent insignifiants, mais ici, ils valent de l'or. Je me répète que chaque objet est une chance supplémentaire de rester en vie. Je réalise un inventaire sommaire, un gilet de sauvetage, une bâche plastique déchirée, et un sac plastique contenant quelques biscuits ramollis. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Je me fixe un premier objectif, trouver de l'eau. La priorité est claire, mais chaque pas à travers le sable me rappelle mes limites. Mes mouvements sont précis et lents, chaque élan étant une économie d'énergie précieuse. Je ne peux pas me permettre de gaspiller mes forces maintenant. En longeant la plage, un détail attire mon attention. Des traces de pas. Elles sont floues, à demi effacées par le vent et l'écume, mais elles sont là. Mon esprit s'emballe, quelqu'un d'autre peut être en vie. Peut-être que je ne suis pas seul. Cette découverte m'envahit d'un mélange d'espoir et de crainte.
Si je trouve cette personne, sera-t-elle amicale? Ou devrais-je me méfier? Chaque scénario possible défile dans mon esprit. Mais une chose est claire, je dois suivre ces traces. Les traces de pas me mènent vers une zone plus rocheuse. Devant moi, un rocher imposant bloque le chemin. Ma jambe, probablement foulée, me fait souffrir à chaque appui. Escalader semble une épreuve impossible. Mais rester ici n'est pas une option. Je prends mon temps, chaque mouvement calculé pour éviter une chute. Mes mains s'écorchent sur la pierre rugueuse, mais je m'accroche. La douleur dans ma jambe est lancinante, mais je refuse d'abandonner. Une fois au sommet, j'ai une vue dégagée sur ce qui m'attend, un chemin encore plus difficile. Depuis le sommet du rocher, je distingue quelque chose au loin. Un petit campement, le feu semble éteint, mais des restes de repas sont visibles. Mon cœur s'accélère, quelqu'un était ici récemment, peut-être est-il encore proche. L'espoir que je ne sois pas seul renaît, mais une nouvelle inquiétude monte. Et si cette personne était une menace? Je garde l'emplacement en tête et décide de m'approcher prudemment. Chaque pas me rapproche d'une vérité que je redoute de découvrir. En approchant du camp, mon espoir grandit, mais ma prudence aussi. Je reste caché derrière un buisson, observant les lieux. Aucun signe de vie, juste les traces d'un passage récent, une tasse retournée, des cendres encore tièdes. Je murmure, tu n'es pas seul. Quelqu'un est là. Cette réalisation me donne un but. Si je trouve cette personne, je trouverai peut-être des réponses, voire une aide. Mais une partie de moi ne peut s'empêcher de craindre le pire. Face à cette nouvelle donnée, je réalise que suivre la plage n'est plus la meilleure option. Je décide de couper à travers la forêt pour rejoindre le camp plus rapidement. Avant de partir, je répare comme je peux mon attelle avec une branche et des cordes trouvées plus tôt. Chaque pas dans la forêt est un combat, les branches me fouettent le visage, et le sol inégal met ma jambe à rude épreuve. Mais je tiens bon, l'idée de trouver quelqu'un me pousse à avancer, malgré la douleur et la peur. Pendant ma progression, des souvenirs de Sam refont surface. Nos discussions, ses rires contagieux, et ses manières de transformer n'importe quelle situation en aventure. Ces moments partagés me réchauffent le cœur, mais me rappellent aussi à quel point j'ai besoin de retrouver une présence humaine. La solitude me pèse chaque jour davantage. Je me dis que, quoi qu'il arrive, je dois tout faire pour ne pas sombrer dans cet isolement. Ces souvenirs sont mon encre dans cette épreuve. Alors que je traverse une clairière, je tombe sur un morceau de bois portant le nom du ferry. Instantanément, les images du naufrage m'envahissent, les cris des passagers, le fracas des vagues, et cette sensation d'impuissance totale. Ces souvenirs me submergent, menaçant de m'engloutir. Mais je refuse de me laisser abattre. Je ferme les yeux, prends une grande inspiration, et chasse ces visions de mon esprit. Ce morceau de bois est une preuve de ce que j'ai survécu. Il est temps d'avancer. Enfin, j'atteins le camp. Mon cœur bat à tout rompre. Je prends quelques instants pour observer les lieux. Tout semble abandonné, mais des signes de vie récents sautent aux yeux. Des restes de nourriture, un feu à peine éteint, et des objets soigneusement disposés. Mon instinct me pousse à avancer, mais une sensation de vertige m'envahit. Alors que je fais un pas, j'entends un bruit derrière moi, des branches qui craquent. Je me fige, mon souffle s'accélère. Une présence, quelque part dans l'ombre, semble me surveiller. Chaque fibre de mon être est en alerte. Ce moment pourrait tout changer, mais je ne sais pas encore dans quel sens. Alors que je m'avance doucement, un bruit de branches cassées me fige. Une silhouette émerge de l'ombre, un homme maigre, son visage caché par une barbe hirsute. Il tient un couteau rudimentaire fabriqué à partir d'un éclat de métal. Son regard est alerte, presque sauvage. Mon premier réflexe est de lever les mains pour montrer que je ne suis pas une menace. Je murmure, je suis seul, je ne veux pas de problème. L'homme me fixe longuement, ses traits fatigués trahissant une méfiance viscérale. Une tension palpable s'installe alors que nous restons figés. L'homme finit par abaisser son arme, visiblement épuisé. Il balbutie quelques mots, et à ma grande surprise, il parle ma langue. Il se nomme Marc, un autre rescapé du ferry. Nous échangeons des fragments d'histoire. Il a survécu seul depuis plusieurs jours, blessé à la jambe, et presque à bout de force. Je lui offre l'un des biscuits ramollis que j'ai trouvés, et il dévore la maigre collation en silence. Ce moment de répit est presque irréel. Pour la première fois depuis le naufrage, je sens que je ne suis plus complètement seul. Cette rencontre bouleverse mes priorités. Je ne suis plus uniquement concentré sur ma survie, mais aussi sur celle de Marc. Il est évident qu'il a besoin d'aide pour soigner sa blessure, et nous devons organiser un camp plus sûr. Je réalise à quel point ces jours d'isolement m'ont changé. Je me sens plus fort, plus résilient, mais également plus conscient de l'importance d'une solidarité humaine. Ensemble, nous avons une meilleure chance de tenir. Nous nous partageons les tâches. Marc m'indique un point d'eau douce qu'il a découvert,
et je vais remplir une gourde de fortune fabriquée avec un morceau de plastique. Pendant ce temps, il améliore l'abri avec des branches solides. Nous discutons des moyens possibles de signaler notre présence. Un feu peut être un message sur la plage. Les premiers signes d'une collaboration naissent entre nous, et avec eux, une lueur d'espoir. Notre campement prend forme. Nous avons un feu constant, de l'eau filtrée, et un abri rudimentaire qui nous protège des intempéries. Chaque jour apporte son lot de défis, mais à deux, il semble moins insurmontable. Je commence à me sentir plus ancré dans cette nouvelle réalité. Nous avons même un semblant de routine, explorer, ramasser des ressources, sécuriser le camp. Malgré tout, l'idée d'un sauvetage reste omniprésente dans nos esprits. Marc et moi discutons souvent de ce que nous ferons si nous sommes sauvés. Ses rêves de revoir sa famille m'inspirent, et je pense à ma mère, à Sam, si jamais il est encore en vie. Nous élaborons un plan, explorer plus loin dans l'île, chercher d'autres survivants, ou peut-être construire un radeau pour quitter cet endroit. Nos espoirs sont fragiles, mais ils nous maintiennent en vie. Un soir, alors que nous observons le coucher du soleil, je note dans mon carnet, cette île aurait pu être ma tombe. Elle est devenue un lieu de renaissance. Nous survivons parce que nous avons trouvé la force de nous unir. Marc sourit doucement, fatigué mais déterminé. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve, mais nous sommes prêts à affronter ensemble ce qui viendra.